Merci. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation à partager ces réflexions. Donc, comme vous l'avez dit, je suis praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en unité mobile de gériatrie. Je vais vous donner juste quelques informations pour vous indiquer d'où je parle. Avant de travailler en gériatrie aux US, j'ai exercé en tant que médecin coordonnateur et médecin traitant salarié d'un EHPAD. Alors, c'était pendant une durée de à peine 1 an et c'était à mes tout débuts de formation en tant que gériatre. Mais j'en ai quand même gardé l'expérience de ce que c'est que de travailler en EHPAD, que d'être un soignant d'EHPAD, que ce soit médical ou paramédical, et puis aussi l'expérience de ce que ça peut être d'être un résident d'EHPAD. C'est pour ça qu'en fait, moi, le lieu de soins et de lieu de vie, je vais surtout l'aborder à partir de l'EHPAD parce que je ne fais pas de visite à domicile, contrairement à certaines de mes collègues, donc je n'ai pas cette expérience-là. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'exerce en unité mobile de gériatrie et très rapidement, j'ai quand même été interpellée par cette relation et du coup cette compréhension très particulière qui se développe dans les rencontres avec des patients âgés, fragiles, et notamment chez ceux avec qui il faut discuter d'un niveau de soins à proposer. Donc je me suis engagée dans la formation du master d'éthique avec un mémoire qui portait sur l'intuition, que Patrick a co-dirigé. Et puis j'ai continué la réflexion pendant 2 années de thèse en philosophie, que j'ai décidé d'arrêter pour des questions essentiellement logistiques. Mais la réflexion, elle s'est déplacée de l'intuition vers quelque chose qui me semble être beaucoup plus concret, moins abstrait et qui relève beaucoup plus du relationnel, qui est l'intime. Euh, je vais... voilà, ça c'est deux écrivains, philosophes qui m'ont beaucoup inspirée et dont la lecture a vraiment fait écho à mon vécu de soignant. Et en les lisant, je me suis sentie invitée ou autorisée à continuer à travailler sur l'intime dans le soin. Donc il y a un essai qui est de François Julien qui s'appelle « De l'intime, loin du bruyant amour », et puis un texte qui est plus court, qui est un article de revue d'Alain Cugnot, qui est ce qu'il appelle un plaidoyer pour l'intime. Je vais définir un peu plus précisément après ce que j'entends par intime grâce à ces textes pour qu'on soit bien d'accord de quoi on parle. Et ensuite, comme l'a annoncé Madame Pêche, je pense qu'il est important de faire la distinction entre l'intime et l'intimité, qui sont deux choses différentes, deux territoires de la relation de soins, mais qui doivent être distingués. Et puis enfin, on pourra discuter de comment l'intime, finalement, c'est une ressource majeure, à la fois pour les soignés et pour les soignants. Donc, pour préciser d'emblée ce qu'on entend par le mot d'intime dans la suite de cette réflexion, l'intime, souvent, on a tendance à penser de premier abord que c'est ce qui nous est le plus privé, le plus exclusif, qui nous constitue le plus intimement, c'est le cas de dire, et qui nous est parfaitement privé. Et puis d'un autre côté, on utilise ce terme d'intime pour qualifier la relation qu'on peut avoir avec des gens avec qui on s'est vraiment senti nous-mêmes, parce que notre fort intérieur a pu à la fois s'exprimer et se révéler. Quand on dit de quelqu'un « c'est un intime », avec ce simple qualificatif s'ouvre toute la profondeur et l'intensité de la relation qu'on peut avoir avec cette personne. Et finalement, comme le dit très bien François Julien dans son essai, l'intime, c'est non seulement l'un et l'autre, mais c'est l'un via l'autre. C'est ce qui fondamentalement me constitue, mais que je ne peux réaliser et que je ne peux saisir que parce qu'il y a eu rencontre avec quelqu'un, parce qu'il y a eu rencontre avec l'autre, qui me fait découvrir aussi qui je suis. Alors, il est difficile de donner ici, dans une présentation un petit peu formelle, des exemples concrets d'intime, parce que il faudrait prendre le temps. L'intime, c'est quelque chose qui, finalement, essentiellement résiste à l'abstraction et vraiment relève de l'expérience, du vécu immédiat, et qu'il faut du temps pour entrer dans l'intime, et qu'il faut du temps pour éventuellement le dire. Et à mon avis, ça passe plutôt par un genre narratif et même plutôt littéraire. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait quand même tous ce que c'est que de l'intime dans nos vies quotidiennes et dans nos vies professionnelles. On sait que l'intime, ça naît souvent de petits riens, de conversations sur de l'ordinaire, du quotidien, des conversations qu'on pourrait qualifier d'extrêmement banales, dans des moments de grande légèreté. Mais il peut aussi survenir, au contraire, dans des conversations beaucoup plus graves, dans des conversations qui portent cette fois sur de l'extraordinaire, et notamment quand on est face à des patients vulnérables, âgés, pour qui on va devoir discuter de la fin de vie, d'une souffrance ou d'une dépendance importante. Et je ne vais rien apprendre aux personnes qui travaillent en EHPAD, c'est des choses qu'elles vivent quotidiennement. Il faut encore aussi préciser, je pense que l'intime, il circule fondamentalement dans le langage pour pouvoir naître et se développer, mais il y a des situations de complicité
ou probablement en EHPAD, des situations où il y a eu accumulation d'intimes, qui fait qu'à un moment donné, il peut aussi, cet intime, circuler dans les silences et passer par des gestes, par des regards, et les silences sont alors aussi des vecteurs d'intime. Voilà, donc ça c'était pour une première définition de comment on entend l'intime. Finalement, c'est une modalité relationnelle à soi-même et aux autres, et qui se développe tout particulièrement, à mon avis, dans la relation de soins. Et la thématique de la journée de l'EHPAD, comme lieu de vie, lieu de soins, elle convoque ce concept d'intime, et avec lui celui dont il faut le distinguer, comme je le disais, qui est l'intimité. Et la notion de lieu, de topographie, justement, elle permet de penser ces deux notions comme des territoires, ce qui permet de les délimiter, et en même temps de voir ce qui les distingue. Parce que très rapidement, en réfléchissant à ce qu'était l'intime, en discutant avec mes collègues ou avec d'autres soignants, je sentais qu'il y avait vite un amalgame entre intime et intimité. Donc pour partir sur la vision topographique des choses, on peut dire que d'un côté, on a l'intimité, qui est entendue de façon assez consensuelle, je pense, par tout le monde, comme ce territoire privé, mais plutôt corporel, hein, qui est circonscrit par une frontière dont les grandes lignes, elles sont généralement assez facilement établies de façon culturelle et sociale. On sait tous à peu près quand on rentre dans la sphère corporelle intime de la personne, ne serait-ce que quand on rencontre quelqu'un, il y a une distance physique qu'on respecte. Les figures paradigmatiques de l'intimité, c'est la sexualité, c'est la nudité, mais on a également une intimité psychique qui peut être explorée quand il y a une maladie mentale ou une souffrance psychique par les psychologues et les psychiatres. Donc finalement, l'intimité, c'est ce territoire dont on borne l'accès aux autres, ou au contraire, on décide à un moment donné de les laisser entrer dans cette intimité, ou alors, dans le soin, situation un peu particulière, on n'a pas le choix que de laisser quelqu'un entrer dans cette intimité corporelle. Et c'est pas une mince affaire que cette intimité dans la relation de soins, parce que c'est un territoire où pratiquement tout soin nécessite d'aller s'aventurer. Et il y a cette double obligation un petit peu singulière pour les soignants, cette obligation d'aller sur ce territoire très privé de l'intimité, et l'obligation pour le soigné d'en laisser l'accès à un parfait étranger. Et la relation de soins, elle commence souvent par cette intrusion aussi nécessaire qu'inédite dans le territoire de l'intimité. Et laisser l'accès de son intimité à quelqu'un, c'est finalement être vulnérable, parce que tout va dépendre de comment cette intimité va être traitée et quel respect lui sera porté ou non. Donc le respect de l'intimité, c'est un droit des patients, c'est une obligation qui s'impose aux soignants, c'est rappelé dans des textes, que ce soit le serment d'Hippocrate, que ce soit le code de déontologie infirmier, la charte du patient hospitalisé. Donc ces textes, ils disent ce qu'ils doivent être. Il faut respecter l'intimité. Dans la pratique, après, il y a des situations dans des services d'urgence, il y a des situations où quand il y a, voilà, je pense surtout aux urgences, quand il y a les gens dans les couloirs, ou quand même le diagnostic doit être porté en urgence et qu'on doit examiner les gens un peu en catastrophe, où c'est respecté plus ou moins. Et quand il n'y a pas ce temps de l'urgence, mais qu'on peut prendre le temps du respect, c'est pas le texte qui va dire comment ça va se passer. C'est dans la rencontre, dans la relation, que la pudeur d'un soigné va s'exprimer et que le soignant va devoir prendre garde à vraiment extrêmement bien s'y ajuster. Parce que, à force de répétition, d'être exposé à des corps dénudés, d'être exposé à la souffrance, il peut y avoir une forme de banalisation qui fait qu'on va peut-être plus être aussi attentif au fait que c'est une pudeur singulière qu'à chaque fois, on est en train de devoir apprivoiser. Donc on peut dire que l'intimité, c'est ce territoire qui est habité par un sujet, dont l'exploration, elle est absolument nécessaire pour le diagnostic et le soin, et qu'elle doit se faire dans un ajustement relationnel qui doit être à chaque fois renouvelé. Donc là, c'est l'image, hein, c'est un site anglophone à gauche qui explique comment finalement c'est important de respecter l'intimité au moment de l'examen. Alors eux, ils sont partis sur le fait que d'utiliser les habits, ne pas toujours dévoiler le corps entier, de le faire étape par étape, utiliser les draps aussi. Bon, c'est assez bien fait et je trouvais que la photo illustrait assez bien ce rapport d'intimité. Et puis on a l'intime, de l'autre côté, qui est un autre territoire, qui j'ai illustré avec la photo où on voit Cicely Saunders, à qui on doit le développement des soins palliatifs et d'une certaine forme de la gériatrie aussi, pour illustrer l'intime. Donc l'intime, si on le considère comme un territoire, on peut dire que finalement, c'est un territoire qui n'est pas exclusif ni à l'un ni à l'autre. C'est ce territoire qu'il va falloir habiter pendant la rencontre entre les deux personnes, dont aucun n'est en pleine possession.
Et finalement, c'est un territoire qui est dans l'écart entre le soignant et le soigné et qui vont habiter ensemble. Et on l'a dit tout à l'heure, l'intime, c'est ce qui surgit dans les échanges, le plus souvent verbaux, mais pas nécessairement. Et ici aussi, il y a des frontières qui s'abaissent. Mais il n'y a pas juste une frontière du côté du soigné, c'est des frontières et chez le soignant et chez le soigné, qui vont être traversées par l'extériorité de l'autre, par ce qu'il va dire, par ce qu'il va manifester. Et c'est ces échanges qui, en pénétrant et en remuant le soignant, viennent donner du sens à ce qu'il vit dans la relation et viennent donner du sens à la compréhension qui doit se faire de ce qui se passe. Mais contrairement à l'intimité, où on peut dire c'est à tel moment, c'est quand on a soulevé le drap, c'est quand le médecin ou le soignant a posé sa main sur moi, c'est quand il y a eu tel geste technique que mon intimité a été franchie. L'intime, c'est pas la même chose. On sait tous, on se retrouve à un moment donné, à un degré de relation qui fait qu'on se dit tiens, on en est là, on en est dans de l'intime, sans vraiment trop savoir depuis quand on a basculé dedans. Donc on voit que d'un côté, il y a l'intimité qui est ce territoire très tangible et corporel qui nécessite d'être exploré avec respect et dont la frontière doit toujours être franchie avec délicatesse. Et de l'autre côté, il y a l'intime qui est un territoire qui, lui, est habité ensemble, qui s'aménage au fur et à mesure de la relation et de la mise en présence. Et je pense qu'il faut préciser aussi que l'intime, il peut advenir ou non, et que l'absence d'intime n'est pas la marque d'un mauvais soin. On peut être dans un soin efficace, ce qui est souvent attendu par certains patients et proposé par beaucoup de soignants, et que l'absence d'intime n'est pas préjudiciable quand il n'a pas lieu. Et ce n'est pas un échec. Parce qu'en plus, l'intime, il ne faut pas chercher à le provoquer. Ce serait ruiner sa possibilité même. Il y a une forme de naïveté dans l'intime qui relève de la rencontre. Mais il y a certaines situations qui convoquent quand même l'intime avec plus de force que d'autres. Et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les situations de fin de vie, de grande dépendance ou de grande souffrance. Et quand l'intime affleure, parfois il faut oser y aller. Après, en fonction de son expérience, en fonction du jour qu'on est en train de vivre, l'humeur dans laquelle on a plus ou moins envie, on a plus ou moins le courage d'y aller. Voilà, en tout cas, on le sent quand ça affleure et on peut oser y aller ou non. Et il me semble que cette distinction entre intime et intimité, elle est importante parce qu'elle permet de penser ce qui a marché ou ce qui a fait défaut dans une rencontre soigné-soignant ou au contraire ce qui n'a pas été. L'absence du respect de l'intimité, c'est un manquement, c'est une violence, et la plainte qu'elle génère, elle peut être portée à la connaissance d'une autorité. L'absence de l'intime, c'est pas un manquement, puisqu'il n'y a aucune obligation de l'intime, mais ça peut éventuellement être un manque dans les situations difficiles que j'ai évoquées. Et je ne vais rien apprendre aux personnes qui travaillent ici en EHPAD, qui savent très bien s'adapter au quotidien, au respect de l'intimité, et au vécu de l'intime qu'elles ont l'habitude de vivre dans leur vie professionnelle. Du coup, maintenant qu'on a fait cette distinction, c'est intéressant de réfléchir à pourquoi l'intime, ça peut être une ressource du soin et pas juste finalement un degré de relation dans lequel, à un moment donné, on se retrouve avec les patients et qui est plutôt agréable pour l'un et pour l'autre. En fait, je pense que il contribue à l'équilibre qui est évoqué dans le titre de la journée qui nous réunit aujourd'hui, dans ce lieu où vivent des personnes en situation de dépendance qui ont besoin de soins et des personnes qui travaillent au quotidien pour exercer leur métier. Donc ça a été évoqué dans les deux présentations ce matin. On est chez qui? Est-ce que ce sont les soignants qui vont chez Monsieur X, Madame Y et tous les autres résidents qui sont tous des colocataires de cette grande résidence? Ou est-ce que ce sont toutes ces personnes qui sont venues vivre sur le lieu de travail des soignants, qui ont leur salle de soins, leur chariot, leur salle de pause, voire leur pharmacie? Alors la question, je la pose de façon volontairement binaire, pour illustrer cette tension entre, d'un côté, ce lieu qui est considéré comme un lieu de vie en soutien à l'autonomie des résidents, et d'un autre côté, la dépendance, plus ou moins sévère, qui les a conduits à venir vivre dans l'EHPAD. Les résidents d'EHPAD, ils sont contraints de partager leur intimité avec des personnes non choisies, que ce soit leurs co-résidents ou les soignants, les animateurs et toutes les autres personnes qui travaillent en EHPAD. Et ils sont contraints de le faire dans un lieu de vie qu'ils n'ont pas choisi non plus, par défaut ou par contrainte le plus souvent. Et ça a été rappelé ce matin, dans un lieu qui n'est pas chargé de leur histoire ni de leurs souvenirs. Et les soignants qui travaillent en EHPAD, finalement, se retrouvent confrontés à une double responsabilité qui n'est pas simple, celle de soigner ces personnes tout en partageant leur vie. Et c'est là, il me semble, que l'intime, comme modalité relationnelle singulière,
peut être une ressource puissante pour les soignants et les résidents d'EHPAD. Parce que finalement, au lieu de renvoyer dos à dos de façon un peu dichotomique et forcément un peu stérile la face lieu de vie et la face lieu de soins de l'EHPAD, on peut penser les choses autrement. Et c'est ce que les organisateurs de cette journée nous invitent à faire quand ils nous posent la question « Quel équilibre ?» Et je reprends ici la façon de travailler de François Julien qui, au lieu de, quand il réfléchit à une question où deux choses semblent s'opposer, au lieu de voir ce qui les différencie, il s'intéresse à l'écart entre les deux, ce qui permet de dire ce que l'un dit de l'autre et comment aménager ce nouveau territoire finalement. Pour le dire autrement et pour le mettre en pratique dans la réflexion d'aujourd'hui, au lieu de se demander si l'EHPAD c'est d'abord un lieu de vie ou un lieu de soins, ou si c'est l'un et l'autre, il s'agit plutôt de voir comment s'articulent ces deux pôles, ce qui les relie dynamiquement et concrètement. Car, comme évoqué tout à l'heure, toute réalité relationnelle, les choses se passent toujours l'un via l'autre. Donc l'EHPAD, c'est ce lieu où on vient pour continuer à vivre via des soins requis, et c'est ce lieu où on prodigue des soins qui permettent, via un ajustement du niveau de soins et de la vie, de relation, de maintenir la qualité de vie. Et l'équilibre qui est évoqué dans le titre, en fait, je pense que les gens qui travaillent en EHPAD, ils le tiennent déjà au quotidien, loin des injonctions et des attentes contradictoires. Ils inventent et ils créent déjà au quotidien une forme d'équilibre entre la vie et le soin qu'ils prodiguent aux résidents. Et ce serait un peu compliqué quand même, il me semble, pour les personnes qui travaillent en EHPAD, de se dire que potentiellement, en faisant leur travail, elles sont en train de faire intrusion dans la vie des résidents. Et qu'en exerçant leur travail, elles empiètent sur cette vie alors qu'elles sont justement en train d'en prendre soin. Il ne faudrait pas, en revendiquant l'EHPAD comme étant d'abord un lieu de vie, gommer et minimiser la charge en soins que représente une grande partie des résidents d'EHPAD. On le sait, les résidents ils sont de plus en plus âgés et ils entrent en EHPAD avec un stade de dépendance de plus en plus avancé. Et une proportion non négligeable des personnes qui entrent en EHPAD le font de façon beaucoup plus tardive dans leur vie et avec de nombreuses comorbidités, des diagnostics graves, des soins lourds et une durée de vie avant le décès qui est parfois très courte. Et je pense que l'intime, il permet de dépasser l'opposition qu'on peut, alors artificiellement, mais également concrètement de fait, faire entre lieu de vie et lieu de soins, parce qu'il permet de décloisonner et de ce qu'on isole conceptuellement. Et la vie d'un côté et le soin. Et les soignants d'EHPAD, ils réalisent d'un côté des analyses très objectives, ils font des gestes très techniques, ils sont capables de poser des diagnostics médicaux et infirmiers très pertinents, ce qui amène d'un côté à une espèce de mise en puzzle des sujets dont ils s'occupent, avec une espèce d'atomisation comme ça de la personne en données objectives, mais en même temps, ils savent aussi très bien passer du temps à discuter avec ces gens, à recueillir des récits de vie comme les verbatims que Mme Desrosiers nous a présentés tout à l'heure. Et ils arrivent, en mêlant les deux, à redonner, à mélanger cette vie et ce soin. Ils ne perdent pas de vue leur rôle soignant, ils s'ouvrent à l'altérité de la personne qui est en face d'eux, ils savent l'écouter, se raconter, et à ce moment donné, ils savent se laisser informer par cette personne. En fait, finalement, leur compréhension de la situation, elle prend une forme nouvelle à chaque fois, avec la personne singulière qu'ils ont en face d'eux. Et tout à l'heure, il a été évoqué la rupture biographique que représente l'entrée en EHPAD, bien sûr, mais notre narratif, notre histoire, elle est toujours en train de s'écrire. Et finalement, avec les soignants qui prennent soin d'eux, les résidents d'EHPAD, ils continuent ce narratif et l'intime y contribue. Donc ça, c'est une ressource pour les soignés parce qu'ils sont identifiés comme sujets, à la fois dont on a vraiment pris le temps, et c'est nécessaire, de faire une analyse très objective, mais aussi d'écouter le récit et de redonner une parole. Et c'est aussi une ressource pour les soignants parce qu'une fois qu'on a l'habitude, ou enfin, en tout cas l'expérience de l'intime, et qu'on ose y aller un petit peu plus souvent, ça donne confiance. Ça donne confiance en sa capacité à discuter, à aborder certains sujets, à parler de la mort. Ça donne confiance en sa capacité à faire face. C'est pas forcément facile et c'est pas toujours possible, mais il y a une forme d'ancrage et de devenir soignant qui est perpétuelle et qui s'interrompt jamais. Et une forme de confiance dans sa capacité à faire. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, je pense que c'est cet équilibre que tiennent les soignants d'EHPAD, qu'ils expérimentent au quotidien, qu'ils créent au quotidien, parce qu'il y a une création, il y a une invention qui est mise en œuvre. Et ce territoire, lieu de vie, lieu de soins, où ils sont ensemble et où ils créent quelque chose, et où peut-être ça devient finalement un nouveau chez soi.
Et j'ai mis la phrase de Joan Tronto qui, à propos du care, hein, dit que finalement, ben, ce soin, c'est le réseau de soutien à la vie. Il n'y a pas de vie sans en prendre soin, et il n'y a pas de vie sans relation qui prend soin. Donc je pense que voilà, l'équilibre, il est beaucoup, beaucoup déjà tenu parce que les soignants d'EHPAD vivent à travers l'intime avec les résidents. Et comme Patrick m'a invité à le faire, toutes ces réflexions, je les ai mises par écrit dans un petit livre où il y a des récits de rencontres parce que je trouve que c'est difficile de parler de l'intime de façon un peu abstraite et que finalement raconter, comme ça a été fait tout à l'heure, via des verbatims et via voilà, des gens qui se racontent et de dire aussi ben, très franchement ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce que ça vient mobiliser, je trouvais que c'était important de le faire. Voilà.